Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, en République démocratique du Congo, la situation reste tendue depuis les manifestations de ce début de semaine qui ont dégénéré. La communauté internationale prend elle aussi position contre le recensement électoral et appelle les autorités à respecter la tenue des scrutins. Pour en parler, nous recevrons sur ce plateau Emmanuel Ilunga, président de l'Action républicaine pour le progrès, l'ARP. Reconversion en opposant politique ou en acteur sur la scène internationale. Que deviennent les anciens présidents après leur passage au palais présidentiel? Interrogation auxquelles nous répondrons dans ce journal. Le Sénégal vient de se doter de nouveaux équipements en cardiologie et en radiologie. Cet investissement des autorités est l'une des options stratégiques de la politique de santé du pays. D'un coût de plus de 4 milliards de francs CFA, ces structures vont contribuer à renforcer le plateau technique sanitaire sénégalais. En République démocratique du Congo, le projet de loi électorale fait débat. Plusieurs affrontements ont eu lieu entre militants de l'opposition et forces de l'ordre ces derniers jours. La possibilité d'un recensement de la population pourrait, selon l'opposition, retarder la date de l'élection présidentielle prévue en 2016. La communauté internationale a fait part de ses inquiétudes, comme nous l'explique Aminata Diak. Les violences survenues ces 2 derniers jours à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, interpellent la communauté internationale. Ils sont nombreux à se prononcer sur la tension politique qui agite le pays actuellement. Beaucoup de pays et d'organisations internationales appellent à cesser la violence et à respecter la Constitution. Le recensement ne peut pas servir d'excuse pour retarder des scrutins qui doivent se tenir d'ici à la fin 2016. Si le gouvernement congolais en vient à ne pas respecter sa loi fondamentale, cela nuirait gravement à la réputation de la République démocratique du Congo dans le monde. Certains observateurs sont du même avis. L'adoption de ce texte pourrait compromettre les acquis démocratiques de la République démocratique du Congo. Le projet de loi RDC pose des problèmes et aura des conséquences au niveau de la démocratie au Congo sur plusieurs points. D'abord, c'est que ce recensement, compte tenu de ce qui se trouve comme infrastructure au Congo, tiendra au moins 2 ans, 20 mois, voire 24 mois. Donc, ça voudrait dire que la date des élections présidentielles et législatives sera déjà dépassée et le mandat même du président, le mandat des députés sera dépassé. Deuxième point, c'est que c'est un élément vraiment qui tient pas la route, parce que si on se dit que depuis le dernier recensement date de 1984 et depuis, il y a eu plusieurs élections et on sait bien qu'au niveau de l'enregistrement des fichiers, au niveau du fichier électoral, ne pose pas de problème, même s'il n'y a pas de recensement. Le Sénat a jugé recevable ce mardi 20 janvier le projet de loi portant modification de la loi électorale adoptée le 17 janvier dernier à l'Assemblée nationale. Le texte est aujourd'hui confié à la commission politique, administrative et judiciaire qui est chargée de l'examiner et de le soumettre à nouveau en discussion ce jeudi 22 janvier 2015. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Emmanuel Ilunga, président de l'Action républicaine pour le progrès, l'ARP. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Je vous suis reconnaissant. Monsieur Ilunga, dites-nous, ce matin encore, il y a eu des heurts au sein du campus universitaire. Le bilan diverge, mais on sait qu'il y a au moins 3 morts. Comment en est-on arrivé là? Non, je corrige, il n'y a pas 3 morts, il y a 28 morts. D'après le bilan officiel des autorités, il y a eu 3 décès. Parce que les autorités, ils ont corrigé leur bilan en disant qu'il y a 5 morts. À ce moment, avec les associations de droits de l'homme, ils ont donné les derniers bilans à 28 morts. Donc nous déplorons la manière dont le gouvernement de Joseph Kabila a conduit cette crise avec beaucoup de violence et d'irrespect pour la vie. Parce que le pouvoir est là pour respecter et pour protéger la vie. Le pouvoir qui doit protéger est en train de détruire et de tuer. Et donc nous dénonçons avec beaucoup de fermeté cette manière de faire. La tension est donc vive, il y a eu des morts, pour le moment on reste sur le bilan officiel d'au moins 3 morts. Le campus est encerclé, des opposants ont été arrêtés. Est-ce qu'il ne faut pas craindre le pire? Nous sommes justement dans une situation dramatique parce que le pouvoir actuel ne veut pas respecter la Constitution. Et au début, en 2006, on devait avoir des élections au Congo à 2 tours. Nous sommes arrivés avant 2011, le pouvoir de Kabila a organisé pour faire des élections à 1 tour. La population a manifesté, mais on a accepté. Nous sommes allés à 1 tour. Aujourd'hui, le pouvoir de Kabila même sent
que le vent est en train de tourner et que la population est décidée, nous sommes tous décidés, y compris tous les opposants, à ne plus rien laisser passer. Et donc, au lieu de passer aujourd'hui à prolonger le mandat électoral, ils ne peuvent pas prolonger le mandat électoral. Et donc, ils ont utilisé un motif assez banal pour dire nous allons faire un recensement. Le recensement, aujourd'hui, c'est malvenu, en tout cas. Monsieur Ilonga, dites-nous, dans la foulée, les leaders de l'opposition se sont réunis à Paris, vous y étiez. Qu'avez-vous décidé? Est-ce qu'il y a une stratégie Oui, derrière? Nous avons une stratégie commune. Tout d'abord, nous soutenons ce qui se passe au Congo. Nous ne voulons pas de la violence. Nous sommes en train de recenser tous les cas pour porter plainte et éventuellement aller à La Haye pour porter les problèmes du Congo vers les autorités internationales, de manière à ce qu'au Congo, les droits soient respectés. Ce que nous voulons, nous, c'est que les droits soient respectés, y compris pour nous, mais aussi pour ceux qui sont au pouvoir. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tous les leaders de l'opposition congolaise sont en train de se réunir à Paris. Il y en a qui viennent des États-Unis, qui arrivent le vendredi, et d'autres arriveront samedi. Nous allons décider ensemble de la stratégie et de la réponse à donner par rapport à ces violences. Mais parallèlement, les tensions sont toujours à l'ordre du jour en République démocratique du Congo. Donc, que propose concrètement l'ARP pour apaiser les tensions? Mais nous, pour apaiser les tensions, nous demandons à ce que d'abord, les Sénats n'adoptent pas cette loi. Parce que c'est la loi qui a tout déclenché. Nous demandons à ce que le président de la République, qui est Joseph Kabila, mette un trait sur cette demande de modifier la Constitution. Parce que le moment est mal choisi. Les élections, c'est l'année prochaine. Il veut modifier la Constitution aujourd'hui. Vous avez suivi, le représentant de l'ONU en République démocratique du Congo, Russ Fengol, a appuyé, a abordé les choses de la même manière que nous. Et nous soutenons ses propos. Et donc, pour apaiser les tensions, nous demandons à ce que le gouvernement retire cette proposition. Est-ce qu'une simple demande sera suffisante selon vous? Si elle n'est pas suffisante, nous allons utiliser les moyens qui sont les nôtres, parce que l'article... Jusqu'où irez-vous alors? De quels moyens parlez-vous? La Constitution congolaise nous donne le pouvoir de nous défendre quand l'intérêt du Congo est en jeu. Donc la population va se défendre pour protéger l'intérêt du Congo. Toujours dans la rue? Nous allons utiliser tous les moyens légaux qui nous sont permis. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions à Monsieur Ilonga. Je rappelle que vous êtes le président de l'Action républicaine pour le progrès, l'ARP, un parti en République démocratique du Congo. Merci. Et pendant que se pose la question de la révision constitutionnelle dans de nombreux pays du continent, une autre interrogation est à l'ordre du jour, celle de la vie après le pouvoir. À quoi ressemble la vie de ces anciens présidents? Comment sont-ils impliqués dans la vie politique du pays? Élément de réponse avec Paul de Singui. Ils ont occupé la plus haute fonction de l'État, mais aujourd'hui, certains sont dans l'ombre et d'autres encore présents sur la scène politique. Mais en réalité, que deviennent les anciens chefs d'État du continent? Généralement en Afrique, la reconversion des anciens présidents est à l'image de la transition démocratique du pays. Là où l'alternance s'est faite de manière démocratique et pacifique, les anciens dirigeants participent de près ou de loin à la gestion politique de l'État. C'est le cas du Bénin où les anciens présidents interviennent souvent dans la vie politique du pays. Le consensus obtenu sur la LEPI par les uns et les autres est salutaire et il importe que toutes les parties y adhèrent avec sincérité. J'exhorte par conséquent l'Union africaine et la communauté internationale incitent également les dirigeants du continent à assurer une alternance démocratique. Afin d'encourager ce procédé, ces institutions ont souvent récompensé ceux qui se sont distingués. Parmi lesquels les anciens présidents Olusegun Obasanjo, Pierre Buyoya, Sekouba Konaté et bien d'autres. L'ancien président sénégalais Abdou Diouf s'est vu propulsé à la tête de la francophonie de 2003 à 2015. J'ai commencé très jeune ma carrière publique, nationale puis internationale. Cela ne veut pas dire que je me désintéresserai des affaires de mon pays, du continent, de la francophonie du monde. Mais je le ferai en tant que militant de la francophonie, militant panafricaniste, mais sagement assis dans mon salon auprès des miens. Même si en Afrique, certains chefs d'État se distinguent et assurent des transitions pacifiques et démocratiques, d'autres, par contre, éprouvent des difficultés à s'inscrire dans cet élan et s'assurer par la même occasion une retraite paisible après leur mandat. La révision de la Constitution, notamment pour un nombre illimité de mandats, devient la solution pour un maintien au pouvoir.
ils sont parfois l'objet de harcèlement de la part de ceux qui les ont remplacés. Et ça crée des problèmes, ça crée des tensions. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup ne veulent plus partir du pouvoir, parce qu'ils se disent que bon, après, quand ils quittent le pouvoir, ils ont des ennuis. Et ça n'incite pas les uns et les autres à lâcher le pouvoir facilement. Si l'Afrique veut assurer une meilleure reconversion à ses dirigeants, elle devrait les doter d'un véritable statut d'ancien chef d'État. Mais les chefs d'État du continent le savent, désormais leurs peuples sont de plus en plus exigeants et attendent d'eux une gestion exemplaire des affaires de l'État. De cela dépend leur avenir au pouvoir. Au Sénégal, l'unité de cardiologie interventionnelle et la radiologie numérisée de l'hôpital Aristide Le Dantec ont été inaugurées ce mardi par le président de la République Macky Sall. Il s'agit notamment d'améliorer les conditions de prise en charge des populations, comme nous l'explique ce reportage d'Elhadj Ndiaye, notre correspondant au Sénégal. Vers la fin des évacuations sanitaires très coûteuses pour le Sénégal, le pays vient de se doter d'une unité de cardiologie interventionnelle et d'un service de radiologie numérique installé à l'hôpital Aristide Le Dantec. Des services de soins qui vont permettre de renforcer la qualité de la prise en charge sanitaire des populations. Cette unité de cardiologie interventionnelle que nous inaugurons aujourd'hui est un investissement d'1 milliard sur le budget de l'État du Sénégal, avec une contribution de la coopération indienne. Elle permet de réaliser toutes les procédures nécessaires pour le diagnostic, le professeur l'a dit, et le traitement des maladies cardiovasculaires. L'avènement de cette salle marque la fin, en tout cas devrait marquer la fin des évacuations sanitaires. D'un coût global de 4,5 milliards de francs CFA, les deux unités installées renforcent le plateau technique de l'hôpital Aristide Le Dantec. Ceci devrait à terme contribuer à la prise en charge des maladies cardiovasculaires et les diagnostics de radiologie au Sénégal. Avec cette unité, toutes les procédures modernes de traitement percutané des maladies du cœur peuvent être réalisées à Dakar. L'acte le plus courant réalisé dans cette salle est la coronarographie, qui est la radiographie des artères du cœur. Elle permet, après avoir fait le bilan des lésions, de proposer aux patients le traitement qu'il faut. 500 patients sont suivis régulièrement pour des maladies du corps nécessitant un diagnostic par une unité de coronarographie. Leur seul recours était l'étranger, une évacuation sanitaire qui revenait à 5 millions de francs CFA en moyenne pour chaque patient. Avec l'unité de cardiologie interventionnelle et le service de radiologie numérique, le Sénégal pourrait économiser près de 2 milliards de francs CFA par an. Sport à présent, la CAN 2015 se poursuit en Guinée équatoriale. Ce mercredi, le groupe A a fait son grand retour et le Burkina Faso et la sélection hôte, la Guinée équatoriale, ont fait match nul. Le Burkina Faso devait pourtant éviter la défaite ce mercredi s'il voulait espérer jouer les quarts de finale. Les précisions d'Ibra Khalil. Match nul entre la Guinée équatoriale et le Burkina Faso, 0 but partout. Le Zalang national de la Guinée équatoriale jouait ce mercredi 21 janvier sa seconde rencontre de cette CAN 2015 contre le Burkina Faso. Après son match d'ouverture face au Congo qui s'est soldé par un nul, un but partout, cette rencontre était décisive pour les Équato-Guinéens. Mais les vice-champions d'Afrique savaient aussi qu'ils devaient faire un bon score s'ils voulaient rester dans la compétition. Les étalons du Burkina Faso n'avaient plus droit à l'erreur après leur défaite lors de leur premier match face au Gabon, 2 buts à 0. Dominateur pendant la première période, le Burkina Faso n'a pas lâché la pression sur le Zalang national. Des efforts qui ont failli payer à la 38e minute lorsque Bertrand Traoré, le numéro 19 des étalons, d'un volet magistral était à 2 doigts d'ouvrir le score, mais son tir finit sur le poteau droit de la Guinée équatoriale.
Avec 2 matchs nuls, la Guinée équatoriale peut toujours espérer se qualifier. Pour cette deuxième journée du groupe A, le classement provisoire place le Gabon à la tête de ce groupe avec 3 points, suivi de la Guinée équatoriale 2 points. Le Congo et le Burkina Faso se placent respectivement à la 3e et 4e place avec 1 point chacun. Grâce à sa victoire de 2-0 face au Burkina Faso, les Panthères du Gabon ont réussi leur entrée dans cette compétition et possèdent une belle longueur d'avance dans ce groupe D. Une avance que les Panthères devront confirmer ce mercredi 20h GMT face au Diable Rouge du Congo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.